Intelligence artificielle philosophique, je crois que la première chose qui me vient, c'est une idée de paradoxe, puisque la philosophie m'évoque à l'inverse une puissance créative maximale. Donc pour moi, il y a presque un paradoxe qui me vient en premier. Après, intelligence artificielle philosophique, ça m'intrigue, parce que j'aimerais savoir comment on va pouvoir réunir l'intelligence artificielle et la philosophie. Donc je me demande si on va mélanger des œuvres philosophiques, je me demande si un logiciel va pouvoir tirer un langage philosophique, comment ça va se matérialiser. De mon point de vue de linguiste textuel, pour moi ce qui est le plus dur à imiter, c'est de reproduire vraiment tous les paramètres de la communication, tous les paramètres qui vont avec le texte, à savoir que chaque mot, chaque texte, chaque discours est inscrit dans une situation d'interaction, mais inscrit aussi dans un genre, dans une formation discursive. Et puis ça va être compliqué de le reproduire, parce qu'on pourra reproduire du texte, des mots, mais il manquera tous les autres paramètres. Donc il y a vraiment je pense qu'on pourra reproduire assez facilement le système des langues, mais après il manquera toutes les forces ascendantes ou descendantes qui permettent de pouvoir aller vers des interprétations de ces textes. Enfin, moi je défendrais plutôt l'idée que le langage est mère de la pensée, mais il n'y a pas de possibilité de dissocier les deux. Il y a une codépendance langage et pensée, les deux sont intrinsèquement liés. Alors est-ce qu'une intelligence artificielle va pouvoir prendre en charge ce rapport et puis se substituer à du langage humain? Je suis pas convaincue de ça, mais ce sera intéressant justement de tester et puis de voir les limites de ce qu'on peut faire avec des logiciels. Pourquoi t'es pas convaincu de ça, vu les progrès des ordinateurs et les années qu'on a devant nous pour développer ça, et l'argent investi? Ce qui me semble, le paramètre qui me semble faire défaut, c'est vraiment la créativité. C'est vraiment ce paramètre fondamental dans le langage, la capacité avec un minimum de signes et la combinaison de ces signes de tout dire et surtout de créer de la nouveauté, de créer des énoncés nouveaux, mais de créer de nouvelles visions du monde, de créer des pensées nouvelles. Donc je peux imaginer qu'une intelligence artificielle philosophique puisse reproduire, combiner, créer dans le sens de mettre ensemble des choses existantes. Par contre, créer en termes d'innover et d'amener de nouvelles visions du monde, j'ai plus de difficultés à l'imaginer. Donc il me semble qu'il va toujours manquer la spontanéité ou une appréhension spontanée et non conditionnée des réalités socioculturelles. Quand tu dis ça, tu es dans une pensée où la pensée n'est pas du calcul, mais il y a plein de philosophes qui pensent que la pensée c'est un calcul subtil et que ce que tu appelles création avec des relents peut-être un peu mystiques ou romantiques, en fait c'est juste du calcul. Et précisément, c'est pas pour rien que ça se développe en Amérique, l'intelligence artificielle, c'est une pensée anglo-saxonne avec la philosophie analytique qui consiste à dire que la pensée c'est du calcul et il n'y a aucune raison que l'ordinateur puisse pas imiter ce calcul. Qu'est-ce que ça t'évoque ? De ce point de vue-là, si on considère que la pensée c'est du calcul, évidemment qu'un ordinateur pourra se substituer à la pensée humaine. Alors après, je ne sais pas si j'ai une vision romantique des choses, mais il me semble qu'il reste une part déjà encore non analysée de la pensée humaine. Je pense qu'on n'est pas encore au bout des découvertes que l'on peut faire sur les mécanismes de la pensée. Donc les sciences, les neurosciences travaillent à la découverte de tous les processus, mais on n'a pas encore tout découvert. Puis oui, à mon avis, il y a une part irréductible encore, une part d'intuition peut-être, ou de spontanéité, ou c'est pas tellement le côté magique de la création, c'est vraiment la créativité, la capacité de décaler ou d'aller vers des effractions poétiques ou donc voilà, j'aurais de la peine à rationaliser exactement, mais c'est peut-être cette part d'impensé justement que l'intelligence artificielle ne me semble pas pouvoir encore traiter. L'argumentation, pour moi, c'est une manière d'organiser les pensées, précisément. Donc c'est de présenter des éléments de manière à les hiérarchiser en termes de cause, d'effet. Mais moi, je vois vraiment quelque chose de très structuré, un mode d'organisation de nos pensées, mais du monde aussi. Donc c'est une mise en ordre, mais par contre, l'argumentation est censée laisser de la place à la contre-argumentation. Donc pour moi, c'est pas une mise en ordre dictatoriale qui reviendrait à imposer une vision unique. Bien au contraire, c'est une manière de présenter des éléments, de manière à pouvoir les mettre sur la table du débat social, et puis de pouvoir les soumettre au dialogue, à la contre-argumentation.
Pour moi, un concept, c'est une catégorie qui serait fonctionnelle pour désigner un type de pensée. Donc il y a pour moi une forme de catégorisation derrière la notion de concept. Par contre, il n'y a pas pour moi derrière la notion de concept l'idée d'une universalisation des pensées. Donc ça reste pour moi quelque chose, c'est un outil pour penser qui est fonctionnel, qui permet de catégoriser, mais qui reste aussi discutable et que l'on peut soumettre précisément à l'argumentation. Moi je trouve surtout que c'est très compliqué de définir déjà ce que sont les émotions. Alors ce qui est certain, c'est que pour moi rien ne peut exister en dehors de l'expérience. Mais après c'est plutôt de l'ordre de... J'utiliserais plus le verbe expériencer, c'est d'exprimer un rapport au monde. Et dans cette expression du rapport au monde, il y a des manières de dire, ou des manières de faire, ou des manières d'émettre des gestes qui sont différentes. Alors les émotions doivent être prises dans ces formes d'expression. Maintenant, l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle pourra se substituer à ces expériences? Non, certainement pas. Elle pourra les décrire, peut-être qu'elle pourra les reproduire. Je peux imaginer par contre qu'elle puisse nous aider à modifier nos rapports au monde, parce qu'elle pourrait nous donner un recul ou une réflexivité qui nous permettrait de relire certaines expériences précisément. Donc j'imagine que ma réserve, ce serait que l'intelligence artificielle ne pourra pas aller expériencer le monde. Par contre, elle pourra nous donner des grilles de lecture des expériences qui nous amèneront à changer notre rapport au monde. Donc peut-être que l'intelligence artificielle, je lui reproche de ne pas être elle-même créative. Par contre, j'ai la sensation qu'elle pourrait nous pousser à être, nous, davantage créatifs. Donc c'est là que j'y vois un intérêt assez fondamental. Et ça peut nous pousser, j'imagine, vers une créativité intellectuelle, passionnelle, émotive, rationnelle, poétique. Pour moi, l'intelligence humaine, c'est une forme de capacité d'adaptation et de capacité de lecture de son milieu, de capacité d'avoir un rapport au monde qui nous permet de fonctionner et de se développer, de survivre, de vivre et de poursuivre des expériences tout en étant dans un rapport de bienveillance avec autrui, avec une capacité de vivre ensemble. Donc pour moi, l'intelligence, elle serait multifactorielle, mais vraiment dans cette capacité à s'adapter au monde. Je la verrais sous cette forme. Maintenant, ce que m'évoque le QI, ça m'évoque des étiquettes qui sont très enfermantes, ça m'évoque tous les discours qui sont très à la mode aussi maintenant sur les hauts potentiels, sur ces intelligences qui seraient supérieures, mais ça m'évoque surtout une peur de tout ce qu'on ne peut pas faire rentrer dans une case, dans une norme. Donc le QI, pour moi, c'est ça, c'est une manière d'étiqueter les gens, de leur attribuer une valeur arbitraire, de les mettre en compétition aussi. Enfin, pour moi, cette notion de QI, elle est assez stigmatisante, parce que je l'associe aussi à tous les drames dans les parcours scolaires, à toutes les formes de stigmatisation par le QI, à toutes les formes de stigmatisation des anormalités. Donc pour moi, c'est un chiffre qui est plus verrouillant qu'ouvrant, le QI. Alors certainement que médicalement, il y a certaines vertus à pouvoir un peu analyser, mais moi je vois plutôt que du négatif sous cette forme de mesure de quelque chose qui n'est pas mesurable précisément. Ah, moi ça me fascine l'idée de pouvoir regrouper autant de matériaux philosophiques, autant de textes philosophiques, et surtout de pouvoir les rentrer en multipliant les sources, les époques, parce que j'imagine qu'on pourra trouver, alors ce sera certainement très excitant déjà de pouvoir synthétiser certaines formes de pensée, mais certainement qu'on pourra faire des rapprochements, qu'on pourra mettre en dialogue des textes qu'on n'aurait pas osé mettre en dialogue spontanément. Peut-être qu'on n'aurait pas osé comparer un philosophe antique à quelque chose de plus contemporain. Là, la machine nous permettra cette audace. Donc, à mon sens, ça va nous amener aussi à avoir peut-être des contradictions internes à certaines œuvres, ou des rapprochements en termes de concepts, en termes de thèmes aussi. Donc, pour moi, ça ne peut être que fructueux. Après, il faudrait éviter de tomber dans des grilles qui proposeraient des synthèses par trop analytiques ou trop résumantes. Mais sinon, je vois que des sources, une multiplication des ouvertures, et ça reprend aussi tout l'intérêt de l'intertextualité, de l'interdiscursivité aussi, de croiser des données en termes d'époque, de lieu, de thème. Si j'avais un Socrate virtuel, comment est-ce que j'entamerais le dialogue ? Je pense que je serais d'abord assez troublée parce que ça demande une interaction et on a plus l'habitude de consommer de la philosophie de façon passive, ce qui est une erreur.
Parce qu'il faudrait essayer de vivre philosophiquement. Donc j'essaierai de me dire ça, d'abord que la philosophie, ça ne doit pas être une lecture passive, mais ça doit être une expérience. Donc j'essaierai de me mettre déjà dans cette peau-là. Et puis j'essaierai de trouver comment interroger le monde contemporain avec cet outil. Donc peut-être que je commettrai une forme d'anachronisme et que je poserai une question très contemporaine. Par exemple, comment étendre la possibilité de développer nos virtualités dans notre monde actuel. Donc je crois que j'aurai l'audace d'un anachronisme pour commencer le dialogue, pour tester justement aussi ce rassemblement de données. Ce qui m'épaterait, je pense, comme réponse, c'est qu'on me fasse penser à côté, qu'on me décale, et que justement, aucune des notions que j'attends, parce que forcément qu'on est formaté par les lectures qu'on a faites, on est formaté par nos propres grilles de lecture du monde. Donc ce qui me blufferait, c'est qu'on réponde complètement à côté, mais à côté de mes normes, à côté de mes préjugés, surtout à côté de mes idées reçues. Donc ce qui me blufferait le plus, c'est qu'on vienne bousculer mes idées reçues, et puis même qu'on vienne me faire penser que les questions que j'ai posées étaient empreintes de beaucoup de préjugés. Ça me contrarierait certainement, mais je serais assez contente qu'une instance puisse faire ça, puisse vraiment me déstabiliser.